Le 14 mai 2022, Wilmore L., âgé de 11 ans, a disparu sur le chemin de retour du jardin de l'école dans la petite ville de Storforce. Un vélo abandonné près d'un sentier forestier et un téléphone oublié à la maison furent les premiers signes étranges dans une affaire pleine de contradictions et d'indices mystérieux. L'affaire est restée non résolue pendant une année entière, jusqu'à ce que la police tombe sur une découverte qui a tout changé. Une cage, des jouets et les mots du garçon « Je suis Wilmer ». C'était un samedi typique dans une petite ville. Les rues étaient pratiquement vides, les rares passants occupés par leurs préoccupations quotidiennes. Personne n'attendait d'incident, et rien n'indiquait que cette journée deviendrait le point de départ de l'une des affaires les plus étranges de l'histoire de la région. Wilmer L., 11 ans, est sorti du jardin de l'école vers 5 heures du soir. Le chemin jusqu'à la maison prenait toujours exactement 13 minutes. Une petite route, quelques virages, un sentier près d'une zone boisée. Ses parents avaient cessé de s'inquiéter depuis longtemps. Ils rentraient toujours à l'heure, mais pas cette fois. En soirée, le vélo du garçon a été retrouvé près du sentier forestier, soigneusement appuyé contre un arbre. Il n'y avait aucune trace de lutte, d'objets éparpillés ou de signes de départ précipités. Le vélo était positionné comme si Wilmore avait l'intention de revenir dans 1 minute ou 2, mais quelque chose avait brusquement changé ses plans. Son téléphone portable était resté à la maison en train de charger, ce qui rendait impossible le suivi de ses déplacements. La police locale est arrivée sur les lieux vers 8 heures du soir. Plus de 3 heures s'étaient déjà écoulées depuis la disparition. Dans les premières heures des recherches, l'alerte a été donnée dans toute la commune. Des volontaires, des sauveteurs et des habitants locaux sont rapidement arrivés sur place, mais les heures passaient sans résultat. Pourtant, aucune trace ni indice n'a été trouvée, à part ce vélo étrange et solitaire. Le lendemain, les autorités ont commenté sobrement: nous ne pouvons encore rien affirmer de concret. Nous continuons à chercher. Mais ces mots sonnaient comme une formalité. En pratique, personne n'avait la moindre idée d'où Wilmer avait pu disparaître. Les premiers jours ont fourni de petits indices qui, cependant, ne pouvaient trop pas expliquer la disparition. Premièrement, aucune trace de conflit n'a été découverte près du vélo. La terre n'était pas retournée, l'herbe n'était pas écrasée. Les experts ont noté que si quelque chose s'était produit soudainement, cela avait été fait si soigneusement qu'il ne restait absolument aucun indice physique. Deuxièmement, un journal intime a été trouvé parmi les affaires personnelles du garçon. C'était un carnet ordinaire, rempli principalement de notes sur l'école, les jeux et les promenades. Cependant, la dernière page a attiré l'attention de la police. Il y était écrit, littéralement, « Courir vers un autre endroit ». Cette phrase semblait aléatoire, écrite à la hâte, mais c'est précisément elle qui a suscité les premières hypothèses d'un possible départ volontaire. Troisièmement, des rumeurs ont rapidement circulé parmi les habitants que Wilmer aurait été vu quelques jours avant sa disparition en compagnie d'un homme que les locaux appelaient simplement le garde forestier. C'était un personnage non officiel que personne ne connaissait personnellement, mais dont tout le monde avait entendu parler pour une raison quelconque. Il n'y avait pas de données concrètes à son sujet. C'était un mythe urbain typique. Mais la police a été contrainte d'explorer également cette piste. Bientôt, la police a reçu les premières directions pour l'enquête. Les camarades de classe de Wilmer se sont souvenus qu'avant l'incident, il avait eu un conflit avec un garçon nommé Kevin. Le conflit était mineur, des querelles scolaires standards. Mais lors d'une disparition, tout détail prenait un poids particulier. La police a interrogé Kevin, mais celui-ci a déclaré avec confusion qu'il n'avait pas vu Wilmore depuis plusieurs jours et ne savait rien. Un autre suspect était un voisin sans emploi nommé
Holger. Cet homme était connu pour collectionner des armes et avait attiré l'attention de la police à plusieurs reprises. Sa maison a été fouillée. Il a été interrogé plusieurs fois, mais il n'y avait aucune preuve contre lui. Les soupçons s'estompaient, mais un sentiment désagréable persistait. Trop de coïncidences pour ne pas tout vérifier minutieusement. La police a pris au sérieux la piste de Kevin, car peu après la disparition, il s'est avéré que le garçon avait également disparu de chez lui pendant une journée. Les parents de Kevin ne pouvaient pas expliquer où il se trouvait pendant ce temps, et la police a décidé que cela ne pouvait pas être une coïncidence. Mais une vérification minutieuse des caméras de surveillance à la station locale, dans les magasins et sur les routes a montré que Kevin avait simplement fugué de chez ses parents pendant une journée, errant dans la ville et n'étant clairement impliqué dans rien de criminel. C'était la première fausse piste qui a néanmoins détourné temporairement l'attention de la police d'autres orientations possibles pour l'enquête. Pendant près d'1 an, l'affaire est restée dans l'impasse. L'enquête est progressivement passée en mode passif. La police estimait que toutes les pistes possibles avaient déjà été vérifiées. Mais le 9 avril 2023, un tournant inattendu s'est produit. Des rangers qui inspectèrent les forêts locales après l'hiver sont tombés par hasard sur une cage métallique rouillée au milieu de la forêt. À l'intérieur, on a trouvé des jouets, des traces de présence humaine et des inscriptions peu claires. Le soir même, la police a reçu un signalement concernant une découverte étrange dans un fossé près de la route. Un garçon émacié qui pouvait à peine parler n'a prononcé qu'une seule phrase. « Je suis Wilmer ». Il était vivant, bien que personne n'espérait plus le revoir. Après cet incident, l'affaire a été officiellement requalifiée en enlèvement grave. Une toute nouvelle phase d'enquête commençait et la police comprenait. La réponse principale était encore à venir. Presque 1 an s'est écoulé depuis le jour où les Rangers ont trouvé la cage dans la forêt et le garçon qui s'est présenté comme Wilmer a été découvert vivant dans un fossé. La police a changé l'orientation de l'enquête, la requalifiant en enlèvement grave. À ce moment, un nouveau personnage absolument inattendu apparaît. L'enquête trouve sur la couverture qui se trouvait à l'intérieur de la cage une trace d'ADN étrangère, indiquant clairement un travailleur solitaire de 34 ans, Anders M. Jusqu'à ce moment, il n'avait figuré dans aucune suspicion et n'avait aucun lien avec la famille de Wilmer. Après la découverte de la trace ADN, la police s'est rapidement intéressée à Anders. Les premières vérifications n'ont pas tardé et, à la surprise des enquêteurs, ont donné des résultats encourageants. En quelques jours, ils ont obtenu l'accès aux relevés bancaires et aux enregistrements des caméras de surveillance des stations-service. En mai 2022, quelques jours avant la disparition de Wilmer, Anders M. effectuait des achats qui ne laissaient aucun doute sur leur étrangeté. D'abord, il a acheté une agrafe métallique solide, a acheté des sédatifs destinés aux chiens dans une pharmacie et dans un magasin de bricolage, des sacs spéciaux anti-odeur. Cet ensemble d'achats semblait très inquiétant. Et l'enquête a senti pour la première fois qu'elle avait trouvé une piste réelle pouvant les mener à la réponse. Cependant, le motif d'Anders restait totalement obscur. Il était solitaire, travaillait irrégulièrement et communiquait peu avec son entourage. Mais rien dans son passé n'indiquait une propension à des crimes de cette ampleur. Tout ce que la police avait, c'était d'étranges reçus et des vidéos de caméras de surveillance de stations-service enregistrant ses achats. Aucune explication ni motivation n'apparaissait encore. La police a immédiatement convoqué Anders M. pour un interrogatoire officiel. Son comportement était calme, presque détaché. À la question directe de l'enquêteur sur le but de l'acquisition de l'agrafe métallique, il a répondu d'une voix égale et sans émotion. « Je réparais une grange près de la maison. J'avais besoin d'une fixation fiable pour les planches cassées. » Cela semblait logique, et on ne pouvait pas le contredire. Mais la police n'était pas pressée de le croire sur parole et a envoyé l'objet
pour expertise. Le groupe d'experts de la police est arrivé assez rapidement à une conclusion inattendue. La surface de l'agrafe métallique présentait des traces distinctes de frottement, caractéristiques d'une utilisation prolongée comme menotte ou moyen de restriction des mouvements d'une personne. Cela contredisait la version d'Anders. Maintenant, ces paroles semblaient non seulement suspectes, mais pratiquement mensongères. Cependant, face aux accusations directes, Anders répétait calmement « Je n'ai rien fait. Je réparais une grange. » Il ne niait pas les faits d'achat, affirmant seulement qu'ils étaient liés à des besoins domestiques. Tout au long de l'interrogatoire, son calme étonnait même les policiers expérimentés. Il semblait que les preuves contre Anders s'accumulaient d'heure en heure. Mais un témoin est apparu de façon inattendue dans l'enquête, donnant une image complètement différente des événements. Le voisin d'Anders, un retraité nommé Gustav, affirmait que le jour de la disparition de Wilmer, le 14 mai 2022, il avait vu Anders dans une ville complètement différente. Prétendument, Anders l'aidait à déménager de vieux meubles de la maison de son fils, qui vivait à 20 km de Storfors. La police a commencé à vérifier ce témoignage, bien que dès le début, il y avait une incohérence. Premièrement, le voisin ne pouvait pas se rappeler clairement l'heure exacte de la journée à laquelle il aurait vu Anders. Deuxièmement, aucun document ou reçu confirmant le voyage d'Anders dans une autre ville ce jour-là n'a été trouvé. Néanmoins, le témoignage du témoin créait une fissure dans l'accusation et donnait aux avocats d'Anders une base pour la défense. Cependant, la confiance de la défense et de la police a de nouveau été ébranlée lorsqu'un nouvel épisode inattendu est apparu dans l'enquête. Dans une station-service à 5 km de l'endroit où Wilmer a disparu, une caméra de surveillance a enregistré un quad appartenant à Anders M., précisément le jour de la disparition du garçon. Sur les images vidéo, on voyait clairement une personne, présumée être Anders, faire le plein de carburant et acheter de l'eau dans le magasin de la station. Cela remettait sérieusement en question le témoignage du voisin, bien que cela ne le réfute pas définitivement. Ainsi, à un moment donné, l'alibi solide qui aurait pu couvrir la défense ne tenait qu'à un fil. La situation devenait de plus en plus confuse. L'enquête se retrouvait à nouveau à un point où il fallait vérifier urgemment des détails supplémentaires. La police est rapidement passée à l'étape suivante de l'enquête. Une demande a été faite pour le relevé des appels du téléphone portable d'Anders afin d'établir précisément sa localisation le jour de la disparition de Wilmer. Simultanément, une perquisition autorisée du garage et de la maison du suspect était en préparation. Les enquêteurs étaient convaincus que c'est là que pourraient se trouver des preuves directes de son implication. Pendant ce temps, Anders lui-même continuait à garder son calme, comme s'il ne comprenait pas pleinement la gravité de la situation dans laquelle il se trouvait. C'est peut-être précisément ce sang-froid qui poussait les enquêteurs à le soupçonner encore plus, sentant que derrière l'impassibilité extérieure se cachait beaucoup plus que ce qu'il révélait lors des interrogatoires. D'heure en heure, l'enquête s'approfondissait, mais les réponses clés aux questions principales restaient encore à venir. Pendant que la police étudiait attentivement les déplacements d'Anders M. et attendait les résultats du relevé téléphonique, un autre détail important a attiré l'attention des enquêteurs. Dans le journal de Wilmer, il y avait des notes auxquelles on n'avait pas prêté attention auparavant. Le garçon écrivait à plusieurs reprises sur d'étranges voix dans la forêt et mentionnait le désir de s'enfuir de la maison. Cette information a fait réfléchir l'enquête à une version complètement différente de l'incident, un départ volontaire. Ces nouvelles informations ont poussé la police à s'adresser à nouveau à la famille de Wilmer. Cette fois, les détectives ont interrogé plus minutieusement les parents, en particulier la mère, qui jusqu'à présent avait activement coopéré avec l'enquête et semblait ne rien cacher. Cependant, elle a maintenant admis à contre-cœur qu'elle n'avait pas informé la police des visites régulières d'un psychologue familial avec qui Wilmer avait communiqué pendant les 6 derniers mois avant sa disparition. La raison des visites était sensible. À l'école de Wilmer, on discutait de harcèlement de la part d'adolescents plus âgés.
La famille, craignant la condamnation et l'attention inutile, a préféré passer sous silence les consultations du psychologue. Cette révélation de la mère a immédiatement fait douter la police de la véracité et de l'exhaustivité de ses témoignages précédents. L'enquête a immédiatement convoqué le psychologue qui s'occupait de Wilmore. Il a confirmé que les rencontres étaient régulières et que le garçon ressentait effectivement de l'anxiété liée au comportement des adolescents plus âgés à l'école. Selon le spécialiste, Wilmer avait peur de certains élèves plus âgés et mentionnait souvent dans les conversations un certain endroit dans la forêt, une cabane où on peut se cacher. Le psychologue affirmait que le garçon exprimait à plusieurs reprises le désir de quitter la maison et de se cacher précisément dans cette cabane. Les paroles du psychologue ont provoqué un écho, car elles contredisaient directement la version de l'enlèvement forcé et laissait entendre que Wilmer aurait pu effectivement partir de son propre gré, peut-être sous l'influence de l'anxiété ou de la peur des persécutions scolaires. Les informations du psychologue ont instantanément déplacé l'attention de la police vers une autre personne. Le cousin aîné de Wilmer, un adolescent de 16 ans nommé Victor. Auparavant, au cours de l'enquête, son nom apparaissait indirectement, mais n'était pas considéré comme une piste sérieuse. Cependant, compte tenu du témoignage du psychologue, Victor s'est soudainement retrouvé sous suspicion. Les policiers ont appris que Victor se vantait souvent auprès de ses amis de connaître des cachettes spéciales dans la forêt. Il disait qu'un jour, il pourrait s'y cacher de ses parents ou même de la police. C'était des conversations typiques d'adolescents, mais dans les nouvelles circonstances, elles sonnaient de façon inquiétante. Cependant, lors de l'interrogatoire, Victor a fermement déclaré qu'il ne savait rien de l'endroit où se trouvait Wilmer et qu'il avait seulement discuté superficiellement des cachettes avec des connaissances. La vérification de ces déclarations et de son entourage n'a pas fourni d'indices supplémentaires. Et la police a rapidement compris qu'elle faisait face à une nouvelle fausse piste. Pendant ce temps, les agents ont effectué une perquisition autorisée du garage d'Anders M. Les résultats étaient stupéfiants. Parmi les débris domestiques ordinaires et les outils de travail, la police a trouvé un petit jouet ancien, légèrement usé. Un ours en peluche. C'était le jumeau du jouet qui avait été trouvé précédemment dans la cage forestière où Wilmer aurait été détenu. De plus, selon les témoignages familiaux, ni le frère Victor, ni aucune connaissance de Wilmer n'avait accès à ce jouet et ne pouvait l'apporter chez Anders. Cette découverte a été un signal puissant, ramenant l'attention de la police vers le principal suspect. Toute la version du départ volontaire a de nouveau vacillé et les enquêteurs ont compris qu'ils devaient revenir au début et revoir toute la chaîne des preuves. L'étape suivante de l'enquête était évidente. Les enquêteurs ont décidé de comparer la logistique des déplacements d'Anders avec l'emplacement de la cage dans la forêt. Pour cela, ils ont de nouveau examiné les enregistrements vidéo des stations-service et vérifié si le journal du quad du suspect correspondait aux itinéraires possibles de déplacement de l'objet suspect dans la zone forestière. La police espérait que cette comparaison technique deviendrait la clé pour résoudre définitivement l'affaire. Tout indiquait une résolution imminente du mystère principal, bien qu'au sein du groupe d'enquête, l'inquiétude grandissait. Chaque nouveau fait, chaque nouvelle découverte et témoignage de témoins non seulement clarifiait, mais aussi compliquait l'image globale de l'affaire. Maintenant, les enquêteurs devaient pour choisir quelle version croire davantage, celle d'un départ volontaire, soigneusement planifié par un adolescent, ou celle d'une intervention brutale d'un étranger, dont les motifs restaient encore cachés derrière un voile impénétrable d'incertitudes et de non-dits. L'enquête approchait de son point culminant, bien qu'il restait encore un long chemin à parcourir pour comprendre pleinement l'histoire et les véritables motifs. Pendant que les enquêteurs vérifiaient soigneusement les itinéraires d'Anders M, avec les enregistrements vidéo des stations-service et essayaient de comprendre l'histoire du jouet, l'enquête a pris un nouveau tournant inattendu. Un garde forestier vétéran,
en examinant une scierie abandonnée depuis longtemps à 10 km de l'endroit où la cage a été découverte, est tombé par hasard sur un étrange journal dans lequel étaient notés des dates, des litres de carburant et des chiffres étrangement familiers pour l'enquête. Cette découverte pouvait complètement changer l'image de l'affaire. Les experts de la police ont rapidement saisi le journal et ont commencé à comparer les notes avec les reçus et les matériaux vidéo obtenus des stations-service. Il est bientôt devenu clair que les dates et les quantités de carburant indiquées dans le journal correspondaient parfaitement aux visites précédemment enregistrées d'Anders aux stations-service. Mais ce qui était encore plus étrange, dans les marges du journal, quelqu'un avait soigneusement écrit au crayon des notes incompréhensibles, parmi lesquelles l'abréviation B2820 se distinguait particulièrement. La police a rapidement compris que ce journal ne pouvait pas apparaître par hasard et que quelqu'un suivait clairement le déroulement de l'enquête. Les policiers ont décidé d'envoyer les notes pour une expertise supplémentaire afin de déchiffrer le code mystérieux. Quelques jours plus tard, les experts ont présenté 2 interprétations possibles de la désignation mystérieuse B2820. Le premier expert insistait sur le fait qu'il s'agissait d'un marquage personnel de l'équipement d'Anders M, le numéro de série de son quad, qui avait été vu sur les caméras vidéo. Dans ce cas, le journal représentait une indication directe qu'Anders enregistrait consciemment ses voyages dans la forêt. Cela renforçait le soupçon qu'il essayait de couvrir soigneusement ses traces et de contrôler chacune de ses actions, restant inaperçu pour la police. Le second expert, spécialiste en linguistique criminelle, a proposé une interprétation complètement différente. Selon sa version, B2820 pourrait être le numéro d'une coupure de journal ou une sorte de désignation d'archive indiquant la source d'information utilisée par l'auteur du journal. Cette hypothèse suggérait l'existence d'une seconde personne, surveillant ou même influençant le cours de l'enquête. Chacune des versions semblait plausible, et les enquêteurs ont été contraints de travailler sur les 2 hypothèses en parallèle. Le groupe d'enquête a décidé de vérifier la seconde hypothèse et a temporairement déplacé son attention vers la recherche du supposé second ravisseur. Les soupçons se sont immédiatement portés sur les anciens employés de la vieille scierie où le journal avait été trouvé. Pendant une semaine, les policiers ont méthodiquement interrogé chaque travailleur qui avait déjà eu un lien avec cet endroit. C'était un travail minutieux. De nombreuses heures ont été consacrées à vérifier les alibis et à étudier les relations personnelles de chaque personne interrogée. Cependant, il est rapidement devenu clair que l'enquête avait abouti à une impasse. La plupart des anciens employés avaient soit déménagé depuis longtemps, soit n'avaient pas été dans ces lieux depuis plusieurs années. Une vérification minutieuse n'a donné aucune piste qui aurait pu indiquer l'implication de l'un d'entre eux dans l'affaire. La version du second ravisseur a commencé à perdre de sa pertinence. Déçus par l'absence de progrès concernant le second suspect, les policiers sont revenus au journal. L'enquête a commandé une expertise supplémentaire, cette fois chimique, pour vérifier l'encre avec laquelle les mystérieuses notes avaient été faites dans les marges. Les résultats de l'analyse ont à nouveau confirmé les craintes les plus désagréables. Les notes avaient été faites avec exactement le même marqueur que celui précédemment trouvé dans le garage d'Anders M. Il était maintenant devenu évident, l'hypothèse du second ravisseur n'était qu'une manœuvre de diversion, peut-être une coïncidence accidentelle. Toutes les pistes menaient à nouveau à Anders. Les policiers ont compris que les notes mystérieuses dans le journal étaient une preuve supplémentaire de sa participation à l'affaire, et les tentatives de dérouter l'enquête semblaient de plus en plus évidentes et infructueuses. L'enquête a atteint un point critique. Ayant obtenu des données exhaustives sur l'encre et la correspondance des marqueurs, le parquet était prêt à passer à l'étape suivante. Le procureur a officiellement demandé un mandat d'arrêt pour Anders M. Immédiatement après cela, l'expertise médico-légale devait terminer l'analyse de l'état de Wilmer afin d'établir définitivement les détails et la nature de ce qui lui était arrivé. L'enquête, qui semblait confuse et pleine de fausses pistes, se rassemblait progressivement en une seule ligne claire d'accusation. Les détails de la détention,
Les motifs et autres circonstances substantielles restaient encore inconnus du grand public. Mais le groupe d'enquête comprenait déjà clairement où menaient tous les faits et les preuves. Tout approchait de la finale, bien que de nombreuses questions restaient encore non résolues pour ceux qui observaient l'histoire de l'extérieur. Mais c'est précisément au cours de ces derniers jours, alors que les expertises et les procédures bureaucratiques atteignaient leur point culminant, qu'il devenait évident que bientôt il y aurait beaucoup moins d'énigmes, et les réponses seraient bien plus claires et sans équivoque. Le matin du 15 juin 2023, le parquet a finalement obtenu un mandat d'arrêt pour Anders M. Il a été arrêté juste à la porte de sa propre maison. Il n'a pas opposé de résistance, répétant seulement tranquillement qu'il n'était coupable de rien. Mais bientôt, tous les doutes de l'enquête se sont définitivement dissipés. Lors d'un interrogatoire officiel, Wilmer a formulé clairement pour la première fois ce qui lui était exactement arrivé pendant sa disparition. Le garçon a brièvement et sèchement cité les paroles d'Anders. Il disait qu'il ferait de moi un ami qui ne partirait jamais. Ces mots simples, dépourvus d'émotion, sont devenus le dernier maillon nécessaire pour l'enquête. Après l'arrestation d'Anders, les enquêteurs ont réussi à assembler l'image finale du crime, unissant des faits auparavant disparates. Premier détail essentiel, la cage dans laquelle Wilmer était détenu n'était pas une construction stationnaire. L'enquête a établi qu'Anders la déplaçait toutes les 2-3 semaines, évitant soigneusement les rencontres avec des personnes. La cage était installée à différents endroits, dans la profondeur de la forêt, ce qui compliquait considérablement les recherches. À côté de la cage fonctionnait toujours un petit générateur et un ventilateur. Il masquait tous les bruits, rendant la découverte accidentelle pratiquement impossible. Les enquêteurs ne comprenaient pas depuis longtemps pourquoi Wilmer n'essayait pas d'émettre des signaux sonores sur sa localisation. Mais la réponse à cette question était simple et cruelle à la fois. Anders avait conditionné le garçon au silence appris, utilisant la pression psychologique et le contrôle, forçant son captif à croire que toute violation des règles se terminerait tragiquement. C'est précisément ce qui expliquait le silence absolu qui entourait la disparition tout au long de l'année. Le journal des pleins d'essence, trouvé à la scierie, s'est avéré être une preuve matérielle cruciale, car Anders l'utilisait pour contrôler minutieusement la logistique. Chaque litre de carburant, chaque arrêt était noté pour ne pas laisser de traces supplémentaires sur les reçus ordinaires et les relevés bancaires. Les numéros et les dates correspondaient parfaitement au plein d'essence du quad qu'il utilisait régulièrement pour déplacer la cage. L'expertise des marqueurs et de l'encre a définitivement confirmé la paternité d'Anders dans la tenue du journal et de ses notes en marge. Il ne restait plus de doute sur les autres preuves. Les traces d'ADN sur la couverture de la cage, les reçus pour les sédatifs et les sacs anti-odeur, les enregistrements vidéo des caméras de surveillance, tout cela formait une chaîne continue de preuves, ne laissant aucun doute sur sa culpabilité. Réalisant l'impasse de la situation, Anders a soudainement changé de tactique de défense. Lors d'un interrogatoire ultérieur, il a soudainement craqué et a commencé à exiger agressivement une expertise psychiatrique, essayant de prouver son irresponsabilité. Il a même tenté de déchirer le protocole d'interrogatoire, mais a été rapidement maîtrisé. Cette brève explosion d'agressivité n'a pas impressionné le tribunal. L'expertise psychiatrique judiciaire désignée est arrivée à une conclusion sans équivoque. Anders était pleinement conscient de ses actions et pouvait en répondre devant la loi. Ainsi, sa tentative d'échapper à la responsabilité par la psychiatrie n'a donné aucun résultat. Au contraire, le comportement agressif de l'accusé n'a fait que renforcer la conviction du tribunal de la nécessité d'une punition sévère. Le procès a eu lieu à l'automne 2023. En présence des parents de Wilmer, des enquêteurs et du public, Anders M. a été condamné à 18 ans d'emprisonnement dans une colonie pénitentiaire à régime strict, sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge a prononcé la sentence calmement et laconiquement, sans donner d'évaluation des motifs et sans essayer d'influencer moralement les présents.
Il a terminé par ces mots, qui ont longtemps résonné en écho dans la salle d'audience. « Les faits ne laissent aucun doute. La sentence est définitive et ne peut faire l'objet d'un appel. » Après le prononcé de la sentence, la police a procédé au démontage de la cage, qui avait été la preuve matérielle centrale de l'affaire pendant 1 an. La dernière image du tournage documentaire était simple et froide. La caméra s'approchait lentement de la grille rouillée, derrière laquelle il n'y aurait plus jamais personne. Pas d'épilogue, pas de commentaires sur l'état psychologique de la victime. Seulement le vide, la rouille et un silence lourd et visqueux. C'est sur cette image, la cage devenue le témoin muet de l'un des crimes les plus mystérieux et cruels des dernières années, que s'est terminée l'histoire, laissant les spectateurs seuls, avec les faits, les documents secs et le point froid et final de la sentence judiciaire. Par une journée claire, une fille décida d'aller au parc local avec son vélo flambant neuf et disparut ensuite de façon inattendue, sans laisser de traces. Cet incident provoqua immédiatement une large résonance parmi les habitants de la petite ville, car des événements similaires s'étaient déjà produits dans cette région auparavant. Pendant 3 décennies, on chercha des réponses, et ce n'est que récemment que la lumière a pu être faite sur ce profond mystère qui étonna tous ceux qui suivaient les développements. Les résultats de la recherche furent une véritable découverte et conduisirent à une réévaluation de nombreux faits. Jennifer Bastian naquit le 15 avril 1973 à Chicago. Elle grandit entourée de l'amour et des soins de ses parents et d'une sœur aînée, avec laquelle elle entretenait une relation chaleureuse et amicale. Plus tard, la famille déménagea à Tacoma, près de Seattle. Dès son jeune âge, Jennifer montra une participation active et un intérêt pour divers sports, y compris le football et la gymnastique, et s'efforçait d'obtenir des résultats remarquables dans chacune de ces disciplines. Elle possédait également un talent musical et jouait souvent du piano. Sa passion pour les performances sportives a toujours reçu le soutien de ses parents. Pour l'un de ses anniversaires, son père lui fit un cadeau spécial, un nouveau vélo. Jennifer ressentit immédiatement le désir non seulement de parcourir les rues de la ville avec, mais aussi d'atteindre certaines hauteurs dans le cyclisme. Lorsqu'elle apprit la grande course cycliste à venir sur l'île de San Juan, près de la frontière canadienne, la jeune sportive décida de tester ses forces et s'inscrivit pour y participer. Elle était consciente qu'elle serait confrontée à de véritables professionnels de ce sport, ce qui l'incita à s'entraîner intensément. Pendant les vacances, elle consacra tout son temps à la préparation et parcourait quotidiennement plus de 10 km à vélo. Son amie exprima également le souhait de participer à la compétition, de sorte qu'elles devinrent des partenaires d'entraînement constantes. Comme elle vivait près d'un grand parc où une piste circulaire d'environ 8 km avait été aménagée, cet endroit devint sa principale arène d'entraînement. Par un matin d'été, le 4 août 1986, la journée de Jennifer commença chez elle en compagnie de sa mère. Après le déjeuner, lorsque sa mère partit pour le service du soir, la fille prévoyait d'aller au parc avec son amie. Mais au dernier moment, les plans de son amie changèrent et elle ne put pas venir. Néanmoins, Jennifer décida de ne pas renoncer à l'entraînement et après avoir parlé avec son père, qui donna son consentement, elle se dirigea seule vers le parc. Avant de partir, elle laissa une note à sa mère et vers 2h30 de l'après-midi, elle quitta la maison avec l'intention de revenir avant le début de la soirée. Le soir, peu avant 8h30, lorsque le père rentra à la maison, sa fille n'était pas là, ce qui le surprit complètement. Il fouilla minutieusement toutes les pièces et regarda également dehors, espérant la trouver en train de jouer ou de faire du vélo dans le garage, mais la fille n'était nulle part. Sans hésiter, il contacta sa femme qui rentra immédiatement à la maison et ensemble, ils signalèrent l'incident à la police. Les forces de l'ordre commencèrent immédiatement à rechercher Jennifer, en organisant une opération de recherche à grande échelle dans le parc, qui était vaste et principalement boisé. L'obscurité tombante rendait la recherche plus difficile et posait de grands défis aux policiers et aux volontaires venus pour aider.
En se concentrant sur une section de 8 km de la route que Jennifer était supposée avoir utilisée, de nombreux volontaires de la communauté, connus pour leur gentillesse et leur volonté d'aider, se joignirent à la recherche. La police a également mené des interrogatoires parmi les visiteurs du parc, demandant à tous ceux qui auraient pu voir la fille de se manifester. Bientôt, les premiers témoins furent trouvés. 3 jeunes de son école qui l'avaient vue vers 14 heures roulant sur le circuit. Ils remarquèrent également un homme à vélo près d'elle et fournirent une description de lui. Comme le parc était un lieu de loisirs populaire pour les habitants de Tacoma, où beaucoup de gens faisaient trop du vélo et du jogging, la police décida d'être prudente avec les conclusions concernant l'implication de cet homme dans la disparition de la fille et poursuivit la recherche minutieuse et l'enquête. Vers 3 heures de l'après-midi, alors que le soleil était encore haut dans le ciel, 2 passants remarquèrent Jennifer s'arrêter au bord de la route pour boire une gorgée d'eau. Ils engagèrent une brève conversation, au cours de laquelle la fille partagea ses espoirs de succès lors des prochaines compétitions cyclistes. Malgré tous les efforts, la recherche de Jennifer se poursuivit jusqu'au soir, mais resta sans résultat. Vers 11 heures du soir, la police conseilla à la mère de Jennifer de rester à la maison au cas où sa fille reviendrait d'elle-même. Ils amenèrent également des chiens de recherche, espérant localiser la fille grâce à ses effets personnels. Les policiers et leurs chiens fouillèrent le parc jusqu'à tard dans la nuit, mais sans succès. Finalement, il fut décidé de fermer le parc pendant 3 jours pour pouvoir poursuivre la recherche sans perturbation. Chaque jour, de plus en plus de volontaires se joignaient à la police, ce qui augmentait considérablement le soutien et la disponibilité de la population locale. La disparition de Jennifer provoqua des inquiétudes et de sérieuses préoccupations dans le public, surtout après qu'un incident s'était produit quelques mois auparavant dans un parc voisin, ce qui avait fait réfléchir beaucoup de gens sur la sécurité dans leur région. Par un après-midi chaud du 26 mars, 5 mois avant la disparition de Jennifer, Michaela Welch et ses jeunes sœurs décidèrent de passer la journée au parc. Elles prévoyaient d'aller ensuite au cours de musique, mais avaient encore suffisamment de temps. Michaela, toujours prête à assumer des responsabilités, appela sa mère au travail et obtint la permission pour l'excursion. Elle s'occupait toujours de ses sœurs pendant que sa mère travaillait. Après avoir reçu l'accord de leur mère, les sœurs se dirigèrent joyeusement vers le parc. Michaela et l'une de ses sœurs préféraient aller à vélo, tandis que la plus jeune allait sur sa planche à roulettes. Arrivées au parc, elles se rendirent compte qu'elles avaient oublié les collations qui auraient pu les fortifier avant le cours de musique. Michaela proposa de retourner rapidement à la maison pour chercher de la nourriture, tandis que ses sœurs resteraient sur l'aire de jeu. Le parc était plein d'autres enfants et de leurs parents, donc la sœur aînée ne s'inquiétait pas pour leur sécurité car leur maison n'était qu'à quelques minutes. Pendant que Michaela était en route, ses sœurs décidèrent de visiter le café en face du parc pour utiliser les toilettes. Quand elles revinrent, elles trouvèrent la nourriture que Michaela avait apportée et son vélo à côté de la table. Mais de Michaela, il n'y avait aucune trace. Elles attendirent un moment, l'appelèrent, mais elle n'était nulle part. Les filles demandèrent alors l'aide des adultes présents, et bientôt la police fut appelée pour déterminer ce qui s'était passé. La police commença une enquête approfondie de la zone du parc dans l'espoir de trouver des témoins de l'incident. Ils tombèrent sur l'histoire d'un jeune homme qui affirmait avoir vu une personne inhabituelle sous le pont près du parc, observant Michaela et ses sœurs. Cet adolescent donna aux enquêteurs une description approximative de l'observateur, sur la base de laquelle un portrait robot fut créé. Un autre témoin, un employé de l'école locale qui passait par hasard, affirma avoir vu la fille en conversation avec un autre homme, dont la description ne correspondait pas à la première. Cela conduisit à la conclusion que les témoins avaient peut-être vu des personnes différentes. La recherche dans le parc se poursuivit jusque tard dans la nuit, et vers minuit, la police réussit à découvrir des preuves importantes dans une partie isolée du parc, dans une fosse où normalement un feu de camp était allumé. Avec le temps, les professionnels médicaux purent déterminer des détails sur l'ADN qui pouvait appartenir au coupable. Cependant, comme les événements se déroulaient en l'an 1986, les technologies n'étaient pas encore assez développées pour qu'une base de données ADN existe. De plus,
les spécialistes n'avaient même pas la possibilité d'analyser correctement l'échantillon d'ADN trouvé, ce qui les obligea à conserver la preuve pour l'avenir. Malgré de nombreuses indications de la population, aucune ne conduisit à la résolution de l'incident. Quelque temps après le premier incident, une personne contacta les enquêteurs, affirmant avoir vu quelqu'un qui ressemblait beaucoup à la personne du portrait robot, mais déjà dans un parc voisin. Cela donna aux forces de l'ordre des raisons de soupçonner que le coupable aurait pu changer son champ d'opération à la recherche d'une nouvelle opportunité. Peu après cette information, on apprit que Jennifer avait disparu dans le même parc où le suspect avait été vu. Il y avait des similitudes frappantes entre les deux cas. Les filles étaient similaires en âge, se trouvaient sur des vélos dans des parcs qui étaient à moins de 6 km l'un de l'autre. Les enquêteurs, avec les proches de Jennifer, ne perdirent pas l'espoir qu'il puisse s'agir simplement d'une malheureuse coïncidence et que la fille serait retrouvée. Mais avec chaque jour qui passait, la foi en une fin heureuse diminuait. Les enquêteurs étaient presque certains que le cas de Jennifer était similaire à celui de Michaela et continuèrent à la chercher dans le parc. Quelques jours plus tard, la mère de Michaela rendit visite à la maison des parents de Jennifer pour exprimer son soutien et sa solidarité. Ce geste a été interprété différemment. La mère de Jennifer refusait d'accepter que quelque chose de grave ait pu arriver à sa fille et ne se voyait donc pas dans une situation similaire à celle de la mère de Michaela. La famille de Jennifer a également cherché le soutien du public et même sa sœur a demandé à tous ceux qui le pouvaient de participer à la recherche de Jennifer. Ces appels ont déclenché une vague de réactions parmi les citoyens. Beaucoup voulaient en participer aux opérations de recherche, tandis que d'autres fournissaient aux enquêteurs toute information qui pourrait aider dans l'investigation. Face à la situation troublante dans la ville, l'inquiétude des citoyens pour le bien-être de leurs proches a considérablement augmenté. Auparavant, beaucoup de gens n'hésitaient pas à laisser leurs proches sortir seuls dans la rue, car le taux de criminalité était relativement bas. Cependant, les adultes ont commencé à restreindre les jeunes, ne leur permettant même pas de sortir de la maison sans surveillance pour de courtes périodes. Chacun de leurs mouvements était constamment surveillé pour éviter toute possibilité d'être seul dans la rue. Malgré les efforts diligents des policiers et des volontaires, la recherche de la jeune fille disparue n'a pas donné de résultats dans les semaines qui ont suivi. 24 jours après sa disparition, la mère de Jennifer a décidé de repeindre les murs de sa maison pour se distraire de l'inquiétude. C'est exactement à ce moment qu'un enquêteur est arrivé avec des nouvelles qui devaient susciter l'inquiétude. Dans le parc, non loin de l'aire de jeu habituelle de Jennifer, des objets liés à l'incident ont été trouvés. Ils ont été découverts par un passant qui faisait son jogging le matin, a détecté une odeur inhabituelle et a immédiatement informé la police. Les objets étaient cachés sous une couche de branches et de feuilles entre les arbres. Les experts soupçonnaient que le lieu avait été préparé à l'avance par le malfaiteur, car cela aurait pris beaucoup de temps. À quelques mètres de là, le vélo de la jeune fille a été trouvé, également soigneusement caché avec des branches. Selon l'évaluation de la police, les circonstances de l'affaire étaient presque identiques à la précédente, à la différence que cette fois, aucune trace n'a été trouvée qui pourrait faire la lumière sur l'identité du malfaiteur. Après avoir trouvé Jennifer, les officiers de police étaient plus certains qu'ils avaient affaire aux actes d'un seul criminel, bien qu'il n'y ait pas de preuves concrètes et que la valeur des analyses ADN à cette époque était minime. Les enquêteurs ont tout mis en œuvre pour trouver cette personne, sachant qu'elle pourrait commencer une nouvelle série d'actes illégaux à tout moment, et ont essayé de prévenir d'éventuels incidents. Ils ont décidé de vérifier les archives de cas similaires et ont bientôt porté leur attention sur un cas. En l'an 1970, une jeune fille a disparu, et 3 mois plus tard, des objets liés à sa disparition ont été trouvés dans la zone forestière. Une enquête détaillée sur cette affaire a conduit à David Fisher, un employé d'animalerie de 29 ans, que la jeune fille visitait souvent en raison de son amour pour les animaux. Il a profité de son intérêt en lui parlant de singes qui arriveraient bientôt et qu'il devrait dresser. Fisher a proposé à la jeune fille de l'aider dans cette tâche, ce qu'elle a accepté, sans méfiance. Fisher a agi malhonnêtement et a effacé ses traces dans la forêt. Après 3 ans d'incarcération, Fisher a réussi à être transféré dans un établissement aux conditions plus douces en raison de son comportement irréprochable qui ressemblait davantage à une ferme
où les résidents vivaient sans restriction strictes. En raison de l'absence de surveillance stricte, Fisher a décidé de quitter cet endroit car il n'y avait pas de barrière. Depuis sa disparition, les forces de l'ordre n'ont pas pu déterminer sa localisation. Face aux récents incidents désagréables avec Michaela et Jennifer, l'intérêt pour Fisher a augmenté, car les circonstances étaient étonnamment similaires. Les psychologues qui avaient travaillé avec Fisher étaient d'accord pour dire qu'il pourrait revenir à son comportement antérieur. Cependant, pendant 16 ans, aucune trace de lui n'a été trouvée et les enquêteurs n'ont pas réussi à le localiser. Beaucoup pensaient que Fisher avait depuis longtemps quitté la région de Tacoma et n'oserait pas revenir pour d'autres actes. Les enquêtes sur ces 2 cas ont stagné. La police a vérifié des milliers de pistes possibles et de nombreuses autres personnes pour leur implication, mais sans succès. Des années plus tard, lorsque l'analyse ADN est devenue courante, une vérification des échantillons dans les bases de données a été effectuée, mais aucune correspondance n'a été trouvée. Jusqu'en 2011, il n'y avait pas de division spécialisée dans le département de police de Tacoma qui s'occupait des affaires non résolues. Avec la création d'une telle division, un enquêteur expérimenté a été chargé de former une équipe. Pendant le processus de sélection, son attention s'est portée sur Lindsay Wade, qui avait fait ses preuves de manière excellente au fil des années. Elle a été invitée à rejoindre l'équipe pour résoudre les affaires non résolues, et elle a accepté sans hésitation. Lindsay a partagé que les histoires de 2 contemporaines, Jennifer et Michelle, avaient eu un impact énorme sur sa vie, car elles vivaient dans la même région pendant son enfance et avaient leur âge. Ces événements sont restés à jamais gravés dans sa mémoire et ont été l'une des raisons de sa décision d'entrer dans la police. Sa tâche principale était de découvrir ce qui s'était passé il y a de nombreuses années. 27 ans après le début de sa carrière, Lindsay a abordé ces cas particulièrement importants avec un dévouement total et a consacré tout son temps à y travailler. Lindsay, qui était toujours minutieuse dans ses recherches, n'a laissé aucun lieu lié à l'affaire sans considération et a étudié soigneusement tous les rapports et preuves. Sa tâche était de créer une liste de tous les hommes qui étaient même indirectement liés aux enquêtes. Finalement, la liste incluait tous ceux qui avaient été vus dans le parc le jour de l'incident désagréable, ceux qui s'étaient approchés de la police avec des informations, et même des criminels vivant dans la région de Tacoma. Ce travail a duré plusieurs mois, et finalement elle s'est retrouvée face à une liste de 2300 noms. Cependant, trouver le coupable parmi tant de personnes n'était pas facile. Par conséquent, Lindsay a décidé d'appliquer des méthodes plus récentes et a renvoyé les preuves au laboratoire pour analyse. En l'an 88, les experts n'avaient pu examiner qu'une partie des preuves, car les traces microscopiques, par exemple sur les vêtements, dépassaient leur capacité et l'analyse ADN n'était pas encore pratiquée. Mais cette fois-ci, l'examen des vêtements de Jennifer a révélé de nouvelles traces d'ADN. Lorsque les spécialistes ont isolé le modèle d'ADN, tous s'attendaient à une découverte inattendue. Il ne correspondait pas aux données précédemment connues de l'affaire Michaela. Ce tournant des événements a été une surprise complète pour les enquêteurs, qui étaient convaincus que la même personne était responsable de tous les incidents survenus. Cependant, les preuves indiquaient le contraire. Devant l'équipe d'enquêteurs se dressait une tâche difficile. Ils cherchaient non pas un, mais 2 malfaiteurs. Au début, les données de l'affaire ont été entrées dans la base de données, mais il n'y a pas eu de correspondance. Néanmoins, Lindsay n'a pas abandonné et s'est tournée vers Colleen Fitzpatrick, une experte reconnue dans le domaine de la généalogie génétique. Elle lui a demandé d'utiliser ses connaissances pour aider dans l'affaire. La généalogie génétique permet d'identifier une personne à travers son ADN à l'aide de vastes bases de données d'ADN par ses relations de parenté. Cette découverte offre la possibilité de trouver même les parents les plus éloignés et de rétrécir progressivement le cercle jusqu'aux porteurs de l'ADN. Théoriquement, on pourrait identifier des milliers de ses parents, après quoi chacun est soigneusement examiné pour trouver la bonne personne. Colleen a fourni une liste de parents éloignés possibles, mais cela a à peine aidé les enquêteurs. Après avoir examiné les personnes suggérées, les enquêteurs n'ont pas pu faire de progrès dans la capture des malfaiteurs.
Malheureusement, les experts n'ont pas non plus réussi à trouver des parents plus proches dans les bases de données disponibles. De plus, l'INSEE s'est tourné vers une entreprise spécialisée dans la création de portraits approximatifs de personnes basés sur leurs informations génétiques. Bien que les résultats de leur travail ne puissent garantir une précision complète, ils réussissaient souvent à créer des images qui ressemblaient réellement aux personnes recherchées. Les portraits fournis aux enquêteurs ont été publiés pour demander l'aide du public dans l'identification de ces personnes. De nombreuses personnes ont répondu, mais malheureusement toutes les informations reçues n'ont mené les enquêteurs qu'à des impasses. Ainsi, malgré l'utilisation de technologies de pointe et de méthodes de généalogie génétique, la tâche restait inaccessible. Le travail sur l'affaire s'est poursuivi, dans l'espoir de trouver les insaisissables malfaiteurs et de réaliser une percée. Après avoir soigneusement analysé la liste de 2300 hommes, l'INSEE a décidé de la réduire en excluant ceux qui semblaient être les participants les moins probables aux événements. Finalement, elle a réduit la liste à 160 noms et a envisagé d'obtenir des échantillons d'ADN de chacun d'entre eux. La tâche semblait extrêmement difficile, car 30 ans s'étaient écoulés depuis les événements et beaucoup de ces personnes s'étaient établies à différents endroits. Un travail long et monotone des chercheurs a commencé. Finalement, ils ont atteint leur objectif et chacun des candidats a volontairement fourni ses échantillons. L'étape suivante était le processus d'analyse, qui s'est avéré prolongé en raison de la charge de travail du laboratoire avec d'autres cas, et il était impossible de vérifier les 160 échantillons simultanément. L'INSEE a envoyé les échantillons par petits lots pour analyse, ce qui a étendu le processus sur toute une année. En 2018, peu avant sa retraite, elle a envoyé le dernier lot de 18 échantillons. L'affaire a été transférée à un nouvel enquêteur qui attendait les résultats. 25 jours plus tard, le nouvel enquêteur l'a contacté pour l'informer que l'ADN de l'une des 18 dernières personnes correspondait parfaitement. Le coupable était Robert Kern, 60 ans, dont le nom était connu de l'INSEE, car Robert avait même été mentionné dans les rapports avant l'incident avec Jennifer. Il avait signalé à la police une personne dans le parc qui ressemblait à la personne d'un portrait robot dans l'affaire Michaela, 2 mois avant les événements avec Jennifer, et c'est exactement dans ce parc qu'un incident désagréable s'est produit plus tard. Les enquêteurs ont été surpris par ce tournant et n'ont pas compris pourquoi Robert avait fourni des informations qui se sont avérées pas tout à fait exactes. Malgré l'absence d'un lien direct avec l'affaire Michaela, il a dirigé l'enquête vers un autre parc où il a plus tard commis des actes illicites. Sans son indice, il ne serait jamais apparu dans les rapports de police et personne ne lui aurait demandé d'échantillons d'ADN. Il est intéressant que Robert ait fourni ses données biologiques pour vérification de sa propre initiative, ce qui a finalement aidé à découvrir son lien avec l'incident. Il n'avait jamais été en conflit avec la loi avant cet incident et avait une réputation irréprochable depuis 1986. Son domicile se trouvait dans le même district que Jennifer, et professionnellement, il travaillait chez Boeing. Quelque temps après l'incident, Robert a fondé une famille et une fille aînée qui nécessitait des soins constants en raison de ses besoins de santé. Après le divorce de sa femme, la fille est restée avec lui. La famille a déménagé dans un autre État, où Robert n'a pas trouvé de travail et s'est entièrement consacré aux soins de l'enfant. Lorsque les résultats de l'analyse ADN ont correspondu, les enquêteurs lui ont prêté attention et l'ont envoyé à Washington, ce qui a été une complète surprise pour tous ceux qui le connaissaient. Robert a toujours été considéré comme un père irréprochable qui consacrait tout son temps à sa fille. Même son ex-femme a noté qu'il n'a jamais montré de comportement inhabituel et a toujours été extrêmement calme. Cependant, son comportement a changé notablement pendant l'interrogatoire. Il est devenu nerveux. Quand on ne lui a pas expliqué pourquoi il a été arrêté, il a demandé « Est-ce à cause de l'analyse que j'ai soumise il y a 1 an ? Je n'ai rien à voir avec l'incident. » Cette déclaration a été vue par les enquêteurs comme une indication indirecte de sa participation, bien que les preuves étaient déjà accablantes en raison de la correspondance de l'ADN avec les traces trouvées sur les vêtements de Jennifer. Pour Robert, il a été extrêmement difficile de trouver une défense pendant le procès. Mais sa réaction de se déclarer non coupable, même avant l'annonce des accusations, a donné à réfléchir. Malgré tous ses efforts pour prouver le contraire,
Robert a finalement accepté l'offre de coopérer avec les autorités et a admis avoir été impliqué dans l'incident. Il a partagé qu'il était sur le même sentier au moment de l'incident. Robert a également essayé d'exprimer ses regrets à la famille de Jennifer. Cependant, ses paroles n'ont pas trouvé d'écho chez les proches. À la suite de l'accord, en janvier 2019, il s'est vu imposer une peine de 26 ans et 6 mois de privation de liberté avec possibilité de libération anticipée après 20 ans. Compte tenu de l'âge de Robert, la probabilité qu'il puisse retourner à une vie normale semblait faible. Cependant, cela ne signifiait pas la fin du travail pour les enquêteurs. Pendant 3 décennies, ils étaient convaincus que derrière les cas de Michaela et Jennifer se trouvait la même personne. Malgré les nouvelles circonstances, ils étaient déterminés à poursuivre leur recherche de la vérité dans l'affaire Michaela, car ces histoires étaient liées pour eux et représentaient un intérêt commun. En 2018, les chercheurs ont à nouveau contacté une entreprise spécialisée dans l'analyse ADN, cette fois avec la demande d'utiliser la généalogie génétique pour trouver le propriétaire d'un échantillon d'ADN. La technologie avait considérablement évolué au fil des ans, et après des mois de recherche intensive de parents, les experts ont pu réduire la recherche à une famille avec 2 frères. Au moment de l'incident, les 2 frères vivaient dans la même maison. La tâche des enquêteurs était d'obtenir des échantillons d'ADN des 2 hommes. Pour ce faire, ils ont surveillé chacun d'eux. Le premier avait 66 ans, Gary Hartman. La surveillance a révélé qu'il visitait un hôpital où il travaillait comme infirmier, puis allait déjeuner dans un café avec des collègues. Pendant le repas, il a utilisé une serviette que les enquêteurs ont immédiatement sécurisée après son départ. Cet échantillon a été immédiatement envoyé au laboratoire. Et peu après, les enquêteurs ont découvert que l'ADN de Hartman correspondait à l'échantillon trouvé 32 ans auparavant. 40 jours après l'arrestation de Robert, Gary a également été placé en garde à vue, 32 ans après les actes en question. Son arrestation a provoqué une vague de surprise parmi les amis et la famille, car Gary n'avait jamais eu de problème avec la loi auparavant. Il menait une vie tranquille avec sa 3e épouse et était connu comme une personne respectée. Malgré les accusations, Gary a refusé d'admettre sa participation et son cas a été renvoyé devant le tribunal. Le procès a commencé en 2022 et grâce aux preuves basées sur l'analyse ADN, un verdict sur sa culpabilité a été rapidement rendu. Au moment du prononcé du jugement, Gary n'a pas pu contenir ses émotions, a crié et a commencé à s'excuser auprès de la famille de Michael. Cependant, cela n'a rien changé à son destin. Il a été condamné à 26 ans et 6 mois de prison, similaire à Robert. À ce moment-là, Gary avait 70 ans et pendant le procès, il avait besoin de l'aide de déambulateurs. L'avocat de Gary a souligné que son client n'était pas conscient de l'ampleur de ses actions et n'avait pas été capable de comprendre ses actes pendant longtemps. Cependant, cela n'a pas été considéré par le tribunal comme une raison d'atténuer la peine. Ainsi s'est terminée l'enquête sur 2 affaires sensationnelles qui ont été au centre de l'attention publique pendant des décennies. Particulièrement troublant était le fait qu'au même moment, dans la même région, existaient 2 personnes avec des comportements similaires, ce qui a étonné tous ceux qui suivaient les événements. Finalement, les 2 ont été tenus responsables, ce qui a restauré la foi en la justice. En l'an 2007, un incident s'est produit dans l'une des stations balnéaires portugaises, qui fut plus tard qualifiée d'énigme criminelle du siècle. Une fillette anglaise de 3 ans a disparu sans laisser de traces de sa chambre d'hôtel, ce qui a marqué le début de l'opération de recherche la plus coûteuse de l'histoire de la Grande-Bretagne. De nombreuses théories et suspicions ont entouré cette affaire. Elle a conduit à des débats et des scandales internationaux, pendant lesquels les parents de la fillette disparue ont même été reçus par le pape Benoît au Vatican. Dans cette vidéo, nous avons rassemblé toutes les informations disponibles pour examiner la question principale. Que s'est-il réellement passé avec Madeleine McCann? En l'an 2007, Kate et Jerry McCann ont choisi pour leurs vacances d'1 semaine une station balnéaire portugaise isolée qui était populaire auprès des Britanniques car il y était facile de communiquer en anglais tant avec les locaux qu'avec d'autres vacanciers. Cet endroit était connu comme la Petite Bretagne, ce qui a aidé la famille avec 3 jeunes enfants à se sentir presque comme à la maison. La station offrait l'accès à 3 clubs pour enfants et des services de babysitting,
Ce qui était pratique car les salles pour enfants n'étaient à pas ouvertes 24 heures sur 24. Avec les McCann, 4 autres familles, composées de 9 adultes, tous travaillant dans le domaine médical, et 8 enfants, dont des jumeaux de 2 ans et leur sœur de 3 ans, Madeleine, y passèrent leurs vacances. Les journées de la famille McCann suivaient toujours la même routine. Petits déjeuners et déjeuners partagés dans leurs appartements. Ensuite, les enfants jouaient au club pour enfants, tandis que les adultes passaient les soirées au restaurant et retournaient occasionnellement aux appartements pour voir les enfants. Cependant, une famille utilisait un babyphone pour observer leurs enfants à distance. À seulement 50 mètres de leur appartement se trouvait le restaurant où ils avaient réservé une table pour toute la durée de leurs vacances, d'où l'on pouvait voir les fenêtres de leur logement. Leur chambre, qui donnait sur le côté du parking et du jardin, et qui n'avait qu'une fenêtre avec des volets fermés de ce côté, se trouvait à côté de la porte arrière. À l'autre bout de la pièce se trouvait le lit de Madeleine. Les jumeaux dormaient dans un petit lit d'enfant, tandis que Madeleine dormait dans un lit séparé avec un doux chat en peluche rose, vêtu d'un pyjama blanc et rose à manches courtes. Le 3 mai, environ une demi-heure avant 9 heures du soir, Kate et Gerald sont allés au restaurant, laissant les portes coulissantes vers le patio entrebâillé, mais non verrouillées. Pendant le dîner, eux et leurs amis, qui dînaient avec eux, vérifiaient périodiquement les enfants pour s'assurer qu'ils allaient bien. À 21h05, Jerry est entré dans la chambre des enfants et a constaté que tout était calme et que Madeleine dormait paisiblement dans son petit lit. Cependant, il a remarqué que la porte de la chambre, qu'il se souvenait avoir laissée entr'ouverte, était maintenant grande ouverte. Sans y attacher beaucoup d'importance, il a ajusté la porte et est retourné au restaurant. Vers 9h30, Kate prévoyait de vérifier les enfants, mais son ami Matthew Oldfield s'est proposé de le faire pendant qu'il vérifiait ses propres enfants dans l'appartement voisin. Kate a accepté. Oldfield a constaté que l'appartement était silencieux et est retourné. Cependant, plus tard, il a admis qu'il n'avait pas vérifié personnellement si Madeleine était réellement dans son lit. À 10h du soir, Kate est allée voir comment allaient ses enfants et est entrée dans la maison par les portes vitrées menant à la terrasse. Elle a remarqué que la porte de la chambre était plus ouverte que d'habitude. Quand Kate a voulu la fermer, la porte s'est légèrement refermée à cause du courant d'air d'une fenêtre ouverte. Dans la chambre, les jumeaux dormaient tranquillement et sur le lit de Madeleine se trouvait son animal en peluche préféré, mais Madeleine elle-même avait disparu. Incapable de trouver sa fille dans l'appartement, Kate a couru, paniquée, au restaurant en criant que sa fille avait été enlevée. Les amis des McCann qui ont été témoins de ce moment se souviennent que les parents étaient complètement choqués. La mère de Madeleine a immédiatement commencé à pleurer bruyamment et était comme paralysée, tandis que son père ne semblait remarquer personne autour de lui, fouillait les environs et regardait sous les voitures garées à la recherche de l'enfant. La recherche a continué jusqu'à 5h du matin, et ce n'est qu'après des conseils insistants qu'ils ont accepté de se reposer. À ce moment-là, la police avait déjà fouillé leur appartement. La police portugaise a commis quelques erreurs graves au début. Ils ont informé le contrôle des frontières de la disparition seulement 24 heures après le début de l'enquête, ce qui a considérablement réduit les chances de capturer les ravisseurs présumés. De plus, les empreintes digitales n'ont pas été relevées immédiatement et l'appartement n'a pas été isolé, ce qui a conduit à la perte de preuves importantes. Seulement une demi-heure après avoir signalé la disparition, une recherche à grande échelle a commencé avec des dizaines de personnes, y compris des employés de la station et des invités. Ils ont ratissé la zone environnante dans l'espoir de trouver Madeleine, qui était peut-être partie se promener à la recherche de quelque chose d'intéressant. À l'aube, il est devenu clair que quelque chose de terrible s'était produit. La police portugaise a entamé l'enquête sous tous les angles. Ils ont non seulement interrogé les employés du restaurant local et les amis de la famille McCann, mais ont également cherché dans les zones adjacentes. En Angleterre, des amis de la famille avaient déjà informé les médias de la disparition de la fillette, espérant que cela inciterait les autorités portugaises à prendre des mesures plus efficaces. Cependant, cette démarche n'a abouti qu'à un comportement biaisé de la police envers les parents, car ils étaient convaincus que trop d'attention médiatique entraverait l'enquête
et réduirait les chances de retrouver Madeleine. La situation s'est aggravée lorsque les parents ont commencé à critiquer publiquement les actions de la police, les accusant d'inaction et de manque de professionnalisme. 4 mois après la disparition de la fillette, la police portugaise a pour la première fois émis la théorie selon laquelle Kate et Jerry McCann, tous deux médecins de profession, auraient point pu accidentellement donner une surdose de somnifères à leur fille, espérant qu'elle dormirait pendant leur absence. On supposait que l'enfant n'avait pas survécu à la dose et que les parents, craignant les conséquences possibles, avaient décidé de cacher les traces d'un crime. Ils ont essayé de convaincre tout le monde que Madeleine avait été enlevée, puis ont secrètement caché le corps de la fillette. Les soupçons ont été renforcés par le comportement de 2 chiens de service. L'un était dressé pour détecter le sang, l'autre pour découvrir l'odeur de décomposition. Les animaux ont réagi exclusivement dans l'appartement des McCann et dans la voiture qu'ils avaient louée 24 jours après la disparition de Madeleine. Les analyses de cheveux et d'échantillons de tissus trouvés dans la voiture et dans l'appartement indiquaient également la présence possible de traces qui intéressaient les enquêteurs. Au cours des enquêtes ultérieures, il s'est avéré que les preuves, basées sur des analyses d'ADN et le travail des chiens de recherche, n'étaient pas suffisamment fiables pour accuser les parents en lien avec la disparition de leur enfant. Cela est dû au fait que dans environ 70% des cas, les chiens peuvent identifier incorrectement l'odeur et l'analyse ADN a fourni des résultats inexacts. Plus tard, il y a eu des témoignages de personnes qui ont vu un homme portant une fillette dans ses bras cette nuit-là. L'attention des enquêteurs s'est portée sur un Britannique de 33 ans nommé Robert Murat, qui vivait à quelques minutes à pied du lieu de l'incident dans la maison de sa mère. Il est resté l'un des principaux suspects pendant un certain temps. Cependant, aucune preuve de sa culpabilité n'a été trouvée. La situation a changé lorsqu'un autre touriste a raconté qu'il avait également porté sa fille dans ses bras jusqu'à leur chambre le soir, ce qui aurait pu être interprété à tort par des témoins comme un enlèvement. Par conséquent, Robert Murat a été acquitté et a même réussi à gagner un procès en diffamation contre les médias britanniques. Malgré le temps écoulé, les parents de la fillette disparue n'ont pas abandonné et ont continué à la chercher. Ils se sont adressés à une agence de relations publiques connue en Grande-Bretagne et ont travaillé activement avec elle pour maintenir l'intérêt public dans l'affaire. Des rencontres avec des personnalités de haut rang, y compris le procureur général américain et le pape, la participation à des émissions de télévision ainsi que la création du Fonds Madeleine, qui a reçu 2 millions de livres sterling la première année, faisait partie de leurs efforts. Les enquêteurs britanniques ont poursuivi l'examen de toutes les preuves possibles et ont interrogé des témoins avec leurs collègues portugais. Néanmoins, des preuves décisives manquaient toujours et en 2008, la police portugaise a décidé de clôturer l'affaire. Mais en 2011, la ministre de l'Intérieur britannique Theresa May a lancé une nouvelle enquête sous le nom de code Opération Grange. Au centre de l'enquête complexe, dirigée par d'éminents enquêteurs de Grande-Bretagne, se trouvait l'énigme concernant la présence de Madeleine McCann. Grâce à d'importants moyens financiers, l'équipe dirigée par Andy Redwood, un inspecteur expérimenté, a pu réinterroger de nombreux témoins tant au Portugal qu'en Angleterre. Redwood gardait l'espoir de pouvoir retrouver Madeleine. Au cours de l'enquête, des personnes précédemment condamnées pour des infractions juridiques ont été vérifiées, ainsi que le personnel des restaurants locaux et les vacanciers dans la station balnéaire. Néanmoins, aucune des pistes d'enquête n'a abouti. Tout au long de l'enquête, des citoyens serviables du monde entier, y compris des États-Unis, de Grande-Bretagne, de Suisse, du Mexique et de Singapour, ont envoyé plus de 8000 messages contenant des affirmations sur les lieux possibles où se trouverait Madeleine. Malgré l'examen de plus de 100 indices potentiels, les enquêteurs n'ont pu en confirmer aucun, car la plupart des informations étaient soit secrètes, soit se sont avérées non confirmées. Gonzalo Amaral, qui a dirigé l'enquête initiale sur la présence de Madeleine McCann selon la version de la police portugaise, a longtemps défendu la théorie selon laquelle ses proches étaient responsables de l'événement, malgré les démentis répétés de Scotland Yard. En juillet 2008, Amaral a publié un livre et un documentaire intitulé « La vérité sur le mensonge »,
dans lesquels il exposait sa conviction que la famille McCann avait inventé la présence de Madeleine pour cacher leur infraction. Amaral a décrit son travail comme étant basé sur des preuves officielles, tandis que la famille de Madeleine l'a critiqué comme étant absurde et rempli de mensonges. Néanmoins, le livre a connu un grand succès au Portugal, est devenu un best-seller et a rapporté à l'auteur et à l'éditeur environ plus d'1 million de dollars. Amaral donnait activement des interviews sur diverses chaînes de télévision, continuait ses déclarations contre les parents concernant leur implication dans la présence de Madeleine et affirmait que la fillette se trouvait encore quelque part à Praia da Luz. À un certain moment, la théorie selon laquelle Madeleine était partie sur ordre d'une famille aisée a été avancée. Mais cette hypothèse a été considérée comme improbable par les enquêteurs. La présence de Madeleine s'est produite seulement 9 jours avant son anniversaire, à un âge où les personnes ont déjà un lien fort avec leur famille et il est peu probable qu'elles acceptent facilement quelqu'un d'étranger comme nouveau proche. Dans le cas de la disparition, il y avait une théorie selon laquelle elle aurait involontairement perturbé les plans de contrevenants à la loi. Selon cette idée, les malfaiteurs sont entrés dans sa chambre. Mais Madeleine s'est réveillée, les a vus, et ils ont décidé d'éliminer le risque d'être découverts. Mais y a-t-il des doutes sur cette théorie? S'il s'agissait simplement de se débarrasser d'un témoin oculaire, on ne comprend pas pourquoi ils auraient dû l'emmener. Il semble également improbable qu'elle ait pu reconnaître leur visage dans l'obscurité. Danny Collins, un journaliste britannique, croit qu'elle a quitté la chambre elle-même pour chercher sa famille, puis a rencontré des visiteurs imprévus. Il fait référence aux volets qui étaient fermés et ne pouvaient être ouverts que de l'intérieur, ce qui exclut une influence extérieure. L'absence de traces d'effraction tant sur les fenêtres que sur la porte soutient son point de vue. Collins a formulé une théorie selon laquelle un accès non autorisé dans l'appartement était improbable. Les McCanns n'étaient même pas d'accord et affirmaient qu'elle n'aurait pas pu sortir seule, car elle aurait dû surmonter plusieurs obstacles, la porte d'entrée, des portes coulissantes et des barrières de protection sécurisées, et elle aurait également dû les fermer derrière elle. Cependant, un journaliste a contredit cela et a souligné l'ignorance du couple concernant les volets de l'appartement qui ne peuvent pas être ouverts de l'extérieur. Au début, le couple a déclaré que les volets étaient relevés. Cela laisse la possibilité que Madeleine ait quitté la maison par elle-même et ait été impliquée dans un accident. Près de l'appartement des McCann, à une distance de 180 mètres, des travaux de voirie étaient en cours, où une cavité sécurisée d'une profondeur de 188 cm et d'une largeur de 120 cm avait été creusée, dans laquelle elle aurait pu tomber accidentellement. La situation a été aggravée par le fait que le lendemain, des travaux avec des équipements lourds ont été effectués et Madeleine aurait pu passer inaperçue. Cependant, le chef du groupe de travail a réfuté cette théorie et a expliqué que les cavités examinées avaient été soigneusement vérifiées par ses employés et la police. Au centre de l'enquête sur la disparition de Madeleine McCann se trouvait une fois Clément Freud, un homme politique et écrivain britannique, descendant direct du célèbre Sigmund Freud. Freud connaissait la famille McCann et possédait une propriété à Praia da Luz. Cependant, il est décédé en 2009 et ce n'est que 7 ans après sa mort que plusieurs femmes ont porté des accusations contre lui. Des preuves de son implication dans la disparition de Madeleine n'ont toutefois pas été trouvées et cette théorie a été abandonnée. Jusqu'en 2015, le nombre d'enquêteurs travaillant sur l'affaire était passé de 28 à 4. Jusqu'en 2015, le gouvernement britannique avait dépensé plus de 19 millions de dollars pour les recherches, ce qui a suscité des réactions en raison des dépenses énormes, alors que les perspectives diminuaient. Beaucoup pensaient qu'il n'y avait plus d'espoir de trouver des réponses. Mais l'histoire a montré que le destin peut prendre des tournures inattendues. En 2012, l'enquête n'a pas seulement attiré l'attention des enquêteurs portugais et anglais, mais aussi des Allemands. Ce sont précisément ces derniers qui, après 13 ans depuis la mystérieuse disparition, ont présenté une accusation grave. Ils ont affirmé avoir trouvé un suspect probable. Au début, l'identité de cette personne a été gardée secrète pour ne pas compromettre les enquêtes ultérieures. Cependant, jusqu'à l'été 2020, la police allemande a partagé des détails. Le principal suspect
était Christian Bruckner, un Allemand qui avait déjà des antécédents pour des actes similaires. Dans le même temps, les enquêteurs ont exprimé la sombre présomption que Madeleine ne pourrait probablement plus être retrouvée. Un jour avant la disparition de Madeleine en mai 2007, Bruckner avait informé une de ses ex-petites amies qu'il avait prévu un travail à Praia da Luz pour le lendemain. Il l'a décrit comme malhonnête, mais nécessaire. 3 ans après cet événement, une autre connaissance a remarqué une ressemblance entre une photo de Bruckner et le portrait robot du suspect présumé, faisant même des plaisanteries à ce sujet. Cependant, Bruckner n'a pas répondu sérieusement, il a simplement haussé les épaules. Le procureur du Palatinat, Hans Christian Wolters, a souligné que les enquêtes ont trouvé de nouvelles informations. Le suspect avait discuté de ses intentions sur Internet et y avait également laissé d'autres traces de ses activités. Wolters est convaincu que Bruckner est responsable de ses actes et soupçonne que ce n'était peut-être pas son seul acte de ce type. Lorsque Bruckner a été déclaré principal suspect, il était déjà en détention pour un acte contre une femme américaine de 72 ans au Portugal. Les enquêteurs allemands recherchent Madeleine, qui est introuvable. Ils examinent un lien possible entre Bruckner et cette affaire. Au cours des enquêtes, 2 propriétés appartenant au suspect ont été soigneusement examinées. Des découvertes sensationnelles ont été faites. Sur l'une des propriétés, une pièce secrète a été trouvée, que les médias ont rapidement rapportée en la qualifiant de pièce secrète. Les détails exacts de ce qui a été trouvé ne sont pas divulgués. Mais la police considère cette découverte comme une preuve importante. Sur l'autre propriété, une boîte contenant des cassettes vidéo a été trouvée, dont le contenu reste également secret. Bruckner n'a montré aucune réaction aux accusations dans l'affaire Madeleine. Après que son nom soit devenu public, il a immédiatement été placé dans une cellule individuelle pour le protéger des autres détenus. Il existe une possibilité qu'il fasse une déclaration, ce qui pourrait soulager le malheur de la famille qui cherche des réponses depuis 14 ans. Même sans preuve directe contre lui, une grande partie de l'équipe d'enquête est convaincue de sa responsabilité dans la disparition de Madeleine, ce qui a ravivé l'intérêt du public pour cette ancienne affaire. Cela pourrait contribuer à relancer le soutien à la recherche, surtout si Madeleine est encore en vie. Le 12 mai 2021, Madeleine aurait dû célébrer son anniversaire. Ses parents continuent d'espérer son retour et achètent des cadeaux pour chaque fête, dans l'espoir qu'un jour ils seront à nouveau ensemble, bien que ces derniers temps, ils accordent plus d'attention au reste de la famille.